Donc là, on est à l'intérieur du logiciel Unity Hub que vous avez dû installer, qui permet d'installer plusieurs versions d'Unity à la fois. Donc ça, c'est pratique si jamais vous bossez sur plusieurs projets en parallèle, avec plusieurs versions d'Unity. Donc en cliquant sur Add, on peut installer des nouvelles versions d'Unity ici. Donc il y a toutes les official releases. Et il y a quelques petites différences qu'on voit avec, entre parenthèses, il y a écrit LTS. Donc LTS, c'est des versions dites long term support. Donc c'est des versions qui vont exister pendant encore 2 ans après leur date de parution. Donc là, la version 2018.4, 2018.4, elle est en LTS, donc elle va exister jusqu'à la fin de 2020. Mais bon, là, avec le Covid et tout, ça a été prolongé un petit peu et on peut encore la récupérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de cette version, il y a encore 2 ans pendant lesquels il va y avoir des bugs fixes sur cette version pour que les gens puissent continuer à s'en servir pendant une production. Parce que c'est compliqué de changer de version d'Unity en plein milieu d'un projet. Souvent, ça crée des problèmes parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait codées pareil ou des trucs qui changent. Donc quand on est en train de travailler sur un jeu ou n'importe quel projet qu'on peut faire avec Unity, on évite de changer de version en plein milieu. C'est pour ça que je vous ai demandé d'utiliser la version 2020.3.21 F1, etc. LTS, parce que celle-là va être stable et c'est sûr et certain que vous pouvez vous en servir pour commencer à apprendre aujourd'hui et vous en servir pendant encore 2 ans si vous ne voulez pas changer. Autre petit point sur les noms de versions, donc c'est qu'en général on a l'année, donc 2020, 2021, etc. Point, et ensuite ça correspond au trimestre de parution. Donc 1 c'est le premier trimestre, 2 le deuxième trimestre, 3 et le 4. C'est pour ça qu'à chaque fois on voit que les versions LTS vont souvent être les .4, parce que c'est la version qui va paraître le dernier trimestre de l'année possible, et ensuite celle-là on va la maintenir 2 ans. Et vous avez aussi, si besoin, des versions alpha qui là vont implémenter des nouvelles fonctionnalités en test pour le futur. Donc il y a alpha et bêta, où là c'est plus, il faut s'en servir si vous voulez tester les nouveautés, mais c'est très largement possible que ça bug, ça plante, et que vous ayez, si vous voulez aider, faire des bug reports pour dire, en faisant tel code ou telle manipulation, j'ai fait planter Unity, mon projet marche plus, comme ça vous aidez Unity à débugger le logiciel. Donc on va créer notre premier projet maintenant. Donc sur Unity Hub, on va dans l'onglet Project, on va faire Add. Vous choisissiez le dossier où vous êtes à l'aise, vous le nommez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Premier projet. On n'a pas de chemin d'accès, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut que je crée un dossier d'abord. Unity Project. Invalide pass. Unity Project, alors. Qu'est-ce qui me fait ça ? Ah oui, je fais add alors que c'est new, pardon. Oh là là, n'importe quoi. New pour faire un nouveau projet, ça paraît plus cohérent. Donc là, justement, on peut l'appeler premier projet, c'est ce que je voulais faire. Et là, vous avez plein de choix possibles. Donc 2D, 3D, High Definition Render Pipeline ou Universal Render Pipeline. Donc tout ça, c'est des différents setups de base, différents paramétrages de base d'Unity quand vous allez commencer un projet. Donc pour la Game Jam de ce week-end, le plus simple, je vous conseille d'utiliser 2D ou 3D, ça va largement vous suffire. HDRP, ça va être pour tout ce qui va être rendu HD. On peut imaginer des jeux double ou triple A, vraiment là ça va être... Vous avez tous les outils de rendu et d'optimisation pour faire pousser à fond dans les shaders, pousser à fond sur les rendus graphiques, tout ce que vous voulez. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment y aller à fond. Et le Universal Render Pipeline, c'est ce qui va remplacer à terme un peu les deux autres, puisque ce render pipeline, donc cette façon de rendre les images, est universelle et donc adaptée à la fois au mobile, au PC, aux consoles, au WebGL, à la VR, etc. Donc ça, c'est dans le futur d'Unity, ce qui va un peu remplacer 2D, 3D. Ce qui est le legacy render pipeline, donc c'est un peu technique, mais le legacy, c'est le moteur de rendu qui est là depuis le début, qui va se faire remplacer par le universal très bientôt, normalement pour les prochaines versions à venir.
Ensuite, vous avez plein d'autres types de projets. Donc là, ça va vous permettre de commencer un projet avec déjà des éléments à l'intérieur. Donc si vous voulez faire un platformer 2D, vous pouvez directement télécharger ce template platformer 2D et modifier à l'intérieur ce que vous voulez. Donc ça, c'est pareil, c'est un bon moyen de commencer avec Unity pour se dire je veux faire un platformer 2D, je sais pas trop par où commencer, et vous pouvez télécharger le template, le modèle, l'utiliser, faire vos modifications, découvrir Unity, comment ça marche, que faire, etc. grâce à ça. Et c'est pareil pour les autres. Ensuite, mobile 2D, mobile 3D, c'est un peu la même chose que 2D, 3D ici. Est-ce que vous faites de la réalité augmentée? Est-ce que vous faites de la VR? Et enfin, vous avez le Lego Microgame, qui est là, est un partenariat entre Unity et Lego pour faire des petits jeux, des mini-platformers, des mini-jeux, un peu ce que vous voulez, pour ensuite partager ça sur la plateforme Unity et la mettre à disposition de toutes les autres personnes qui ont créé des Lego Microgames. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez aller explorer. C'est assez intéressant. Pour commencer, on va créer un projet 2D, parce que c'est probablement le plus simple en termes d'assets graphiques, parce que sur un projet 3D, vous allez avoir besoin de modèles 3D, d'animations, de choses comme ça, qui peuvent être un peu plus dures à trouver. Alors que sur un projet 2D, vous pouvez trouver des sprite sheets, différentes animations. Ça va être, je pense, plus simple pour commencer. Donc vous sélectionnez 2D, vous faites Create, et une fois que le projet est chargé, ça vous a paramétré de base un nouveau projet Unity directement en 2D. Donc c'est-à-dire que la caméra va être paramétrée en 2D, et aussi vous aurez de base installé les packages qui vont permettre de manipuler des sprites et des images. Si vous faites un projet 3D, c'est pas installé, donc il faudra aller les installer par vous-même. Mais pour l'instant, avec un projet 2D, c'est tout fait. Est-ce que pour l'instant vous avez des questions? Non, pas plus que ça. Tout est clair. Mais pour la version Legacy qui quitte, comment ils font les transferts de package que tu viens d'expliquer? Alors ça, c'est Si tu développé. as une seule version. Ça, c'est développé par Unity et c'est eux qui font en sorte que leur package soit compatible avec les différents moteurs de rendu. Ça, t'as pas à t'en soucier, c'est eux qui le font. Normalement, quand tu t'en sers, ça marche directement. Tout ce qui vient d'Unity. Après, sur l'Asset Store, tu peux acheter ou télécharger des packages faits par d'autres personnes. Et là, il va falloir lire dans les spécificités techniques du package avec quel moteur de rendu il est compatible. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des problèmes? Etc. D'accord, merci. Donc le projet est chargé, vous devriez avoir grosso modo la même chose que moi. Alors je crois que vous êtes peut-être comme ça au début, vous devez être en default. Donc la vue default, c'est la vue de base Unity, celle qui vous pouvez utiliser pendant pas mal de temps. Alors moi je vais plutôt utiliser la vue 2x3 parce que j'ai plus l'habitude avec ça. C'est juste une autre organisation. Mais d'abord, explorons avec la vue par défaut. Donc on a plusieurs choses à regarder. Au milieu, ici on a ce qu'on appelle la scène. Donc la scène, c'est l'endroit où vous allez pouvoir mettre et voir tous les éléments de votre jeu. Tous les éléments présents dans la scène de jeu vont être ici. Vous allez pouvoir les déplacer, les agrandir, les diminuer, les sélectionner, les déplacer, enfin vraiment faire plein de choses dans cet écran. Ensuite à gauche, vous avez la fenêtre hiérarchie. Donc la hiérarchie, c'est une représentation, c'est une liste de tous les éléments qui sont présents dans votre scène. Donc tout ce que vous voyez ici apparaît dans cette liste. Donc là, il n'y a que deux éléments pour l'instant. Il y a la scène dans laquelle on se trouve et la main caméra. Vous voyez, la main caméra, elle est là. Il y a le petit logo caméra. On a le cadre de la caméra pour voir ce que voit la caméra. Et quand on le sélectionne, on a vu que s'est passé quelque chose. À droite, on a le panneau Inspector qui s'est rempli d'informations. Ce panneau Inspector contient tous les éléments du GameObject qu'on a sélectionné. Un nouveau terme, le GameObject. Qu'est-ce qu'un GameObject? C'est un objet qui est présent dans la scène. Ce GameObject
va être composé de plusieurs composants. Le transform, qui va indiquer sa position, sa rotation et son échelle. Donc là, l'échelle pour la caméra, ça sert à rien. L'échelle, c'est sa dimension, comme quand vous étirez une image, ça va permettre de l'agrandir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le transform, c'est le seul composant qui est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le retirer. Là, je ne peux pas supprimer l'élément comme je pourrais le faire ici. Ici, j'ai le bouton Remove Component. Sur le transform, c'est impossible. Pourquoi est-ce que c'est impossible ? Parce que comme je disais tout à l'heure, un GameObject, c'est un objet qui est dans la scène. Et si l'objet est dans la scène, il doit avoir une position pour qu'Unity sache où il se trouve. Donc, on ne peut pas supprimer la position d'un GameObject. Ensuite, on a l'objet caméra avec plein d'informations diverses et variées. Comment est-ce qu'on affiche le fond ? Quelle est la couleur de fond ? Ça, on va regarder. Ensuite, donc la caméra, ça va être les yeux de votre jeu. Et ensuite, on a l'audio listener qui va être les oreilles de votre jeu. Donc l'audio listener, comme son nom l'indique, c'est fait pour entendre du son. Donc de base, dans Unity, l'audio listener, il est mis sur la main caméra parce que c'est le premier objet qui existe dans la scène. Dès que vous créez une scène, à l'intérieur, vous avez la main caméra qui contient la caméra pour voir le jeu et l'audio listener pour entendre le jeu. Si vous avez besoin, vous pourrez enlever cet audio listener pour le mettre sur un autre objet, par exemple sur le joueur si vous voulez changer les oreilles de votre jeu. Ensuite, on a cette caméra qui nous permet de voir quelque chose, de voir le jeu. Et pour voir le jeu dans Unity, on a la vue game, juste ici. Donc là, si vous êtes en défaut, la vue game se trouve l'onglet juste à côté de la vue scène. Et dans cette vue game, vous allez avoir le jeu. Donc là, on peut aussi cliquer sur play pour accéder à la vue game. Et là, pour l'instant, il n'y a rien dans notre jeu. Mais voilà, c'est ce que pour l'instant voit notre caméra. Elle voit du vide. On a deux dernières fenêtres à voir en bas ici. La fenêtre projet. Donc la fenêtre projet ici, c'est directement les dossiers et les fichiers de votre projet Unity sur votre PC. Donc ce qui veut dire que si je fais clic droit, Show in Explorer, ici, j'ouvre l'Explorer Windows, de mon projet avec exactement la même construction. J'ai le dossier scène, j'ai le dossier scène. Là, si je remonte d'un cran, j'ai le dossier package, qui est juste là. Donc là, le dossier package, vous n'avez pas à y toucher. Hein. C'est Unity qui télécharge et qui gère ce truc. Ça, là, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ça. Donc le dossier package, le dossier assets, dans lequel j'ai la scène. Et si je crée, par exemple, un nouveau dossier en faisant le bouton plus ici ou un clic droit. Si je crée, par exemple, un fichier C# que je vais appeler script, que je retourne dans mon Explorer, vous voyez que ça a créé le fichier ici. Donc, ce qui veut dire que cette vue de projet, elle est directement en lien avec Windows ou votre ordinateur. Ça dépend si vous êtes sous Mac ou pas. Sous Linux, c'est un peu différent. Enfin, ça fonctionne pareil, mais c'est plutôt Unity sur Linux qui fonctionne pas trop pour l'instant. Donc, attention, quand vous manipulez des éléments dans cette vue projet, si vous supprimez un script ou un objet depuis cet endroit, comme c'est directement l'accès à votre PC, vous l'avez aussi supprimé de Windows. Donc là, il faut faire attention. Et si vous voulez récupérer ça, il faut aller dans votre corbeille. Et une fois que la corbeille est ouverte, vous pouvez faire clic droit, restaurer, pour récupérer le fichier. Donc c'est toujours possible de récupérer quand c'est supprimé, mais vaut mieux faire attention dès le début, ça évite les mauvaises surprises. La dernière fenêtre à regarder, c'est la console. Donc la console, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur à l'intérieur, c'est très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite, dans cet écran, c'est là où on va pouvoir lire et voir toutes les erreurs que contient notre jeu pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et de les régler. Ou même,
si vous êtes habitué à coder, tout ce qui va être console log, var dump, debug log ou tous les équivalents qui permettent d'imprimer des informations dans la console vont apparaître ici. Avez-vous des questions sur l'interface Unity? Non, non, c'est clair. Merci. Ouais, très bien. Donc sachant pour Max et Xavier qui viennent d'arriver, tout ce que j'explique là, je l'enregistre en même temps, comme ça je le mets sur YouTube et vous avez accès à cette explication, réexplication autant de fois que vous voulez à la suite. Super. Merci. Ah si, moi j'ai une question. La console, elle ressemble à la console de Google? Niveau, explication d'erreur et détail d'erreur, il va t'expliquer à la ligne quel est le problème dans ta boucle et tout ou... Oui, il va te dire dans quel fichier, à quelle ligne et à quel caractère il détecte le problème. Mais par Ouais, contre, comme la c'est pas console comme de dans Google. Google Chrome ou Firefox où tu vas pouvoir explorer les objets que tu débugs. Là, ce sera un peu différent. D'accord. Merci. Donc vous avez dû voir, donc on a vu les fenêtres principales, qu'il y a encore des éléments en haut ici. Donc il y a plusieurs choses à voir. On va pour l'instant créer un nouvel objet. Donc dans les fenêtres d'Unity, vous pouvez faire soit le bouton plus pour créer des objets, soit clic droit. Donc ça marche dans la hiérarchie, ça marche dans la vue projet. Ah, j'ai créé un truc sans faire exprès. Soit vous faites le bouton plus, soit vous faites clic droit. Là-dessus, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je vais utiliser clic droit. Donc, je vais faire un nouveau 2D object, qui est un sprite, et je vais faire pour l'instant un carré. Donc là, je viens de créer un nouveau GameObject qui correspond à un square qui a une configuration par défaut. Comme on l'a vu tout à l'heure, il a un transform et un sprite renderer. Le sprite renderer, c'est ce qui permet d'afficher une image. Là, on peut aussi appuyer ici pour changer l'image qu'on veut afficher. Ça, c'est toutes les images qu'on a par défaut dans Unity. Donc on peut choisir un peu ce qu'on veut et changer. On peut changer sa couleur si on veut. Enfin, là, il y a différentes propriétés. Et on va voir comment interagir avec l'objet, avec les boutons qui sont en haut. Avec la main, je peux déplacer la caméra de façon horizontale et verticale. Je scrolle dans la scène comme vous le feriez sur un téléphone ou sur certains jeux, comme je crois que dans Angry Birds, vous avez un peu le même comportement quand vous déplacez la caméra. Ensuite, vous avez le Move Tool pour déplacer votre objet. Donc là, on est en 2D, donc j'ai que les axes X et Y. Mais si jamais je remets ma caméra en 3D, vous voyez que j'ai aussi l'axe Z qui est là. Donc si jamais vous voulez explorer la 3D, ça fonctionne de la même façon. Le bouton rotation pour tourner mon objet. Donc attention en 2D avec les rotations, si vous mettez pile sur la tranche, comme les sprites n'ont pas d'épaisseur, bah vous êtes en train d'afficher un objet qui n'a pas d'épaisseur et de le voir parfaitement sur la tranche. Donc forcément, il disparaît. Donc juste faites attention à ça. C'est une erreur qui peut arriver, c'est-à-dire que mon objet a disparu, je ne sais pas pourquoi. Bah c'est juste vous l'avez tourné sur le mauvais axe et vous ne le voyez plus. On a l'outil pour modifier la scale. Vous voyez, quand j'interagis avec l'axe vert ou l'axe rouge, ça modifie les valeurs dans l'inspector. On peut aussi directement changer les valeurs ici. De position, de rotation ou autre. On a l'outil Rect Tool. Alors ça, c'est un outil qui est fait pour changer les dimensions d'un objet 2D. Donc ça marche aussi sur des objets 3D, mais ça va avoir un comportement un peu bizarre. Donc essayez de l'utiliser que pour la 2D, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, vous chopez les petits points bleus. Ça permet de voir ce qui se passe, tout bouge. Ça s'agrandit, ça rétrécit. Et là, vous voyez au centre, ici j'ai un point bleu qui correspond au point de pivot de l'objet. Donc c'est le point autour duquel l'objet va tourner. Là, vous voyez, si je fais des rotations, c'est le point autour duquel l'objet se déplace.
On a ensuite l'objet qui fait tout à la fois, l'outil qui fait tout à la fois. Donc changer de scale, le déplacer ou le tourner. Ça fait tout en un. Et le dernier, donc c'est la clé à molette et le crayon. Ça, c'est quand vous allez installer des packages ou créer vous-même vos outils, vous pouvez faire en sorte que l'outil apparaisse là-dedans. Donc là, quand vous installez quelque chose, il faudra aller voir dedans si l'outil n'apparaît pas ici. Tous ces éléments, vous avez des raccourcis clavier pour y accéder. Donc, comme Unity est un logiciel pas forcément bien mappé, puisque nous on est en AZERTY, c'est un logiciel QWERTY, vous devez souvent avoir le problème. En appuyant sur Q, ça me sélectionne la main. W, l'objet pour le déplacement. E, les rotations. R, le scale. T, le transform tool. Et Y, tout à la fois. Donc là, ils sont rangés dans l'ordre. Q, W, E, R, T, Y. Donc pour récupérer le fonctionnement, soit vous passez votre clavier en QWERTY, soit vous pouvez aller dans Edit, Shortcuts, et là vous avez la liste de tout le mapping des touches d'Unity. Donc là-dessus, faites attention quand vous rentrez là-dedans, parce que dès que vous allez appuyer sur A pour mettre à la place de Q, il va vous dire attention, il y avait déjà un binding sur A, du coup il faudra bien faire attention à inverser chacune des touches et pas en oublier. Ou sinon vous faites comme moi et vous apprenez juste qu'il faut faire QW et pas A et Z. C'est un peu chiant au début, mais on s'y fait relativement vite. Donc on a le transform. J'ai tout modifié tout à l'heure et je voudrais retrouver la valeur par défaut. Pour faire ça, je vais sur mon transform. Sur les 3 petits points, j'ai le bouton Reset. J'appuie dessus et vous voyez, il m'a tout remis à ses valeurs initiales de position, de rotation et d'échelle. Et ça marche de la même façon sur le sprite renderer. Donc si je mets plein de valeurs différentes, draw mode, blablabla, ça c'est plein de trucs, c'est pas grave, je les change. Je fais Reset, il me remet tout à 0. Sauf mon image, parce que ça, il considère que c'est une valeur qui ne peut pas reset, parce que le sprite renderer, sa vraie valeur par défaut, ce serait pas d'image, plutôt que square. Donc ici, je remets mon square. Alors pourquoi est-ce qu'il ne remet pas square à 0 ? Parce que vous voyez, si je fais un sprite circle, j'ai exactement la même construction, sauf que l'image c'est circle à la place de square. Tout est pareil. Là, on a fait le tour des fonctionnalités de l'écran de base Unity. Est-ce que vous voulez des précisions ou est-ce que tout vous paraît clair ou est-ce que vous avez des questions ? Non, moi ça me semble tout clair. Ok, très bien. Pareil, ça va. Ok, parfait. Bah du coup, on va passer à la suite où là, on va parler un peu plus de comment fonctionne la logique dans Unity. On va parler de GameObject et de Component parce que c'est ce qui fait la particularité d'Unity et c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre comment créer un projet, créer un jeu sur Unity. C'est cette idée de GameObject et de Component. Donc comme on l'a vu pour l'instant, un GameObject, je vais le représenter un peu comme l'inspector, on est une sorte de liste, où à l'intérieur, ici je vais mettre GameObject, à l'intérieur de ce GameObject, je vais avoir plein de composants différents. Avec un qui est obligatoirement là, c'est le transform. Le transform, c'est obligé qu'il soit présent. C'est la contrainte d'Unity. Si le transform n'est pas là, on ne sait pas
où se trouve l'objet. Si on ne sait pas où se trouve l'objet, eh ben, Unity n'est pas capable de l'afficher, pas capable de le connaître, etc. Donc le transform est le seul composant obligatoire. Ensuite, on va pouvoir ajouter autant de composants sur le GameObject qu'on veut. On va pouvoir ajouter, comme on l'a vu tout à l'heure par exemple, un sprite renderer, qui va être un bloc qui va contenir des informations, du code, pour faire quelque chose. Donc sur ce sprite renderer, on a, j'ai encore pété Paint, ça c'est d'habitude, on a par exemple notre image, sa couleur, on avait d'autres propriétés, etc., qui permettent au sprite renderer de fonctionner. Donc ça, sélection transparente, ouais, ça c'est bon, ça marche. Donc ça, le sprite renderer, c'est un autre composant que je peux prendre et attacher à mon GameObject pour complexifier son fonctionnement ou améliorer ses fonctionnalités. Il existerait aussi le rigid body. Donc rigid body 2D, pour l'instant on est en 2D. Donc dans ce rigid body 2D, ça nous permettrait d'avoir un comportement physique sur l'objet. Donc c'est-à-dire que l'objet sera soumis au moteur physique Unity, donc on pourra lui mettre de la gravité, un poids, détecter des collisions avec, etc. Donc là on aura la masse, on aura par exemple linear drag, angular drag. Donc linéaire et angular drag, c'est les frottements linéaires et angulaires. Donc linéaire, c'est quand on se déplace du point A vers le point B. Comment est-ce qu'on fait pour ralentir, hein? Vous imaginez les frottements de l'air, c'est exactement la même chose. Et angular drag, c'est aussi les frottements de l'air, mais quand on tourne sur nous-mêmes. Donc là, on a un nouveau composant, qui est le rigid body 2D, qui est au final dans Unity un bout de code, qui sait faire des choses, qui a des fonctionnalités qu'on peut ajouter également sur notre GameObject. On peut avoir aussi tous les différents types de colliders. Donc on aurait les, par exemple, Circle Collider, qui eux vont nous donner la forme de collision de notre objet. On a aussi les Box Collider. Donc à chaque fois, ici c'est 2D parce qu'on est en 2D. Box Collider 2D, Circle Collider 2D, on aurait... Si vous avez des formes un peu plus complexes, il pourrait y avoir les Polygon Collider 2D aussi. Donc tout ça, c'est pour créer des boîtes de collision autour de nos différents GameObjects. Et ce qui est pratique, c'est que quand on va mettre ces boîtes de collision sur un GameObject qui a un rigid body, eh ben, le rigid body va utiliser la forme qu'on lui donne pour faire de la physique. Donc si là, je donne un Box Collider 2D à mon GameObject, je lui donne une forme circulaire pour faire de la physique en 2D. Donc au final, j'ai créé une sorte de... J'ai créé une boule qui va pouvoir rouler, interagir, tomber, etc. Donc là, c'est bien. On est capable d'utiliser des GameObjects, enfin des composants qui existent dans Unity pour créer notre GameObject, pour composer notre GameObject. Gardez bien en tête cette idée de composition parce que c'est vraiment ça. C'est comme un monsieur patate. Vous avez une base qui est le GameObject avec le transform et ensuite vous avez juste une infinité de trous sur votre monsieur patate où vous lui mettez autant de bras que vous voulez, autant d'yeux, autant de machins et vous pouvez ensuite créer vous-même les composants que vous voulez dans Unity. Ou à ce moment-là, vous êtes en train, pourquoi pas, de rajouter une tête de monsieur patate par-dessus votre monsieur patate pour encore rajouter des trucs par-dessus. Enfin, vous imaginez un peu le fonctionnement que ça pourrait avoir. Vous créez vous-même les composants à attacher sur vos GameObjects. Donc comment faire pour créer un nouveau composant ? Et bien au final, un composant, c'est égal à un script. Là, je vais préciser un peu, c'est le script qu'on va voir quand on ouvrira le code, c'est MonoBehavior. On a besoin d'avoir la classe MonoBehavior pour créer un composant, sinon ce sera autre chose. Donc un composant, c'est un script MonoBehavior, où là, celui qu'on créera tout à l'heure, ce sera les player control, qui va nous permettre de déplacer notre joueur, sur lequel on va lui mettre une move speed, pour connaître la vitesse de déplacement du joueur, et on sera capable de récupérer
le composant qu'on a codé nous-mêmes et de l'attacher sur notre GameObject pour lui ajouter les fonctionnalités de Player Control, c'est-à-dire bouger avec le clavier et la manette. Donc on va essayer de recréer maintenant ce GameObject dans Unity. Donc, hop. On est parti sur une sphère, enfin sur un cercle, hein, on va reprendre celui-là. On va refaire depuis le début. Donc j'ai rien dans ma scène, je fais clic droit, je crée un 2D object, sprite circle, ce qui permet directement d'avoir un GameObject qui a le transform obligatoire et le sprite renderer avec un cercle. Ensuite, on veut lui ajouter le rigid body 2D et le circle collider 2D. Comment faire ça? Ben, vous avez accès avec le bouton Add Component à tout ce dont vous avez besoin. Dans Add Component, ici, vous avez tout. Vous pouvez faire une recherche. Rigid body. On a le rigid body 2D. Add Component. Et on a le circle collider 2D. Et là, ce qui vient de se passer, je ne sais pas si vous le voyez bien sur mon écran, je vais changer la couleur du cercle. Ici, dès qu'on a mis le Circle Collider 2D, il doit y avoir un contour vert qui est apparu autour de votre forme. Ce contour vert, c'est la représentation visuelle du collider que vous venez de mettre, qu'on peut modifier. Ici, vous avez le petit bouton Edit Collider, où là, je pourrais faire un collider bien plus grand que la forme attendue. Là, c'est juste pour vous montrer, hein. Là, vous le faites si vous avez besoin. Sachez qu'on peut modifier les dimensions du collider. Le bouton ici, Edit Collider. Hop. Et si vous avez besoin de remettre à 0 parce que vous avez fait une connerie ou vous êtes perdu, bah vous faites 3 petits points, Reset, et ça reprend la taille par défaut. Est-ce que vous avez besoin d'un peu de temps pour me rattraper si vous êtes en train de faire la même chose que moi? Non, non, ça va pour moi. Ok, pareil. Ok, très bien. Donc maintenant, on va, si vous êtes bon, s'attaquer à notre premier script. On va avoir besoin d'un petit moment pour éplucher déjà et comprendre comment fonctionnent les scripts, comment est-ce qu'ils se font. Et on va d'abord commencer à ranger notre projet. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire de façon rigoureuse et dès le début de votre projet, c'est de créer des dossiers, de ranger les différents éléments dans des dossiers nommés correctement. Ça va vous éviter de vous perdre et juste de créer un boxon infernal où vous avez tout à la racine de votre projet et vous trouvez plus rien et c'est pas agréable de travailler à l'intérieur. Donc on va faire au début, donc clic droit, Create Folder, on va faire un nouveau dossier. On va appeler Script. Je vais agrandir un peu. On l'appelle Script et dans ce dossier, on va créer notre premier script où, je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Player Control. Donc le script, clic droit, Create, C# Script. Donc vous pouvez, une fois dans l'asset, soit vous sélectionnez à gauche le dossier script pour accéder à l'intérieur, soit vous, comme d'habitude, vous double-cliquez dessus, vous faites un clic droit, créer un nouveau script C#. Et ici, on va l'appeler Player Controls. Une fois que le script est créé, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Normalement, ça devrait vous lancer automatiquement Visual Studio. Si c'est pas le cas, vous en faites pas. Je finis mon explication et on va prendre le temps de réparer tout ça. Ça peut être, la première fois que vous le faites, ça peut être un peu compliqué. Alors vous n'avez pas tout à fait la même chose que moi, c'est normal, parce que moi je suis allé dans Unity modifier directement les scripts pour avoir la structure que je veux. Mais si je ne me trompe pas, vous devez avoir juste ça dans vos scripts. Vous devez avoir Start Awake, et je crois que c'est tout. Non, je crois qu'ici il y a
Il y a 2 lignes de commentaires ici au-dessus de start qui dit que cette fonction est appelée à chaque frame et au-dessus de start que c'est appelé au lancement d'Unity si je ne me trompe pas. Donc je me suis remis dans l'état dans lequel vous devez être et on va commencer à explorer ce qui se passe. En haut, on a les différents using. Donc les using, c'est un mot-clé suivi d'un nom qui va permettre d'ajouter les fonctionnalités, d'ajouter une librairie à notre script C#. C'est-à-dire que dans ce script, on va avoir accès à system.collection, system collection générique et Unity Engine. C'est-à-dire que si on enlève Unity Engine, bah vous allez voir que le Visual Studio va commencer à faire la gueule parce que tout est souligné en rouge, parce qu'il ne connaît plus rien, parce qu'on lui a viré les références vers les choses qu'il doit connaître pour que le fichier fonctionne. C'est facile de savoir celles qui sont utilisées et celles qui ne sont pas utilisées. Celles qui sont utilisées sont en blanc et celles pas utilisées sont en gris. Donc vous pouvez pour l'instant laisser ou retirer les collections génériques. A priori, on n'en aura pas besoin. Pour ceux qui connaissent, on est dans de la programmation orientée objet. Donc là, on a un fichier de classe, public class player control, ça c'est le nom du fichier qu'on a donné, et qui hérite de monobehavior. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait d'hériter de monobehavior, ça nous permet de créer notre propre composant à attacher sur des GameObjects. Il existe d'autres choses desquelles on peut hériter, comme Scriptable Object, par exemple, où ça c'est les deux principaux que vous allez utiliser dans Unity, ça va être monobehavior ou Scriptable Object, on en reparlera un peu plus tard des Scriptable Object, parce que c'est des notions qui sont un peu plus avancées, c'est très pratique mais c'est plus avancé. Ensuite on a la fonction start, qui est une fonction qui s'exécute au lancement de votre objet. Donc c'est pas au lancement du jeu, hein, c'est au lancement de votre objet, parce que si vous créez un objet au bout de 10 minutes de jeu, par exemple, je sais pas, vous faites un space shooter et vous avez besoin de générer automatiquement des ennemis, bah la fonction start de votre ennemi, elle n'est pas appelée au lancement du jeu, elle est appelée à la création de votre ennemi. Et la fonction update, elle est appelée à chaque frame. Donc pour faire ce premier test de la différence entre les deux, on va mettre un debug log avec un petit message, par exemple je suis la fonction start, et on va faire la même chose dans update, debug log, je suis appelé à chaque frame. Avec ça, on va écrire dans la console ce qu'on a mis entre les parenthèses. Donc pour l'instant, c'est juste du texte, mais on pourrait mettre des variables, on pourrait mettre d'autres choses, on va voir ça par la suite. Donc ce debug log, ça va être très pratique pour comprendre par la suite ce qui va se passer dans notre code quand on a des erreurs ou quand on a des petits bugs. Donc le script est créé, on l'a bien sauvegardé, n'oubliez pas, si vous ne sauvegardez pas votre script, la modification ne sera pas faite dans Unity et rien fonctionnera comme vous voulez. Donc pour savoir si votre script est bien sauvegardé, vous voyez sous Visual Studio, ici, ou en général sous pas mal d'éditeurs de texte, vous avez une petite étoile qui est apparue à côté du nom du fichier. Donc quand il y a l'étoile, ça veut dire que le fichier est modifié et non sauvegardé. Et une fois que vous le sauvegardez, l'étoile disparaît. Je retourne dans Unity. J'ai mon script qui est là, il est créé. Je vais pouvoir le drag and drop pour le mettre sur le cercle. Donc soit vous le drag and droppez pour le mettre sur le cercle, ce qui marche. Il est ici, vous voyez, player control. Soit vous allez dans add component et vous cherchez votre script player control qui apparaît maintenant dans la liste de tous les scripts existants. Le script est là, il est attaché. Et pour tester que ça fonctionne bien,
on va cliquer sur Play pour lancer le jeu. Et ensuite, on va voir dans la console si tout marche bien. Donc, ça m'a bien appelé une fois, je suis la fonction Start. Et ça m'a appelé aussi le debug log de update à chaque frame. Vous voyez que là, ça monte de façon incroyable. Parce que mon jeu tourne pour l'instant à entre 7 et 800 FPS. Donc forcément, l'affichage de ce log va être complètement hallucinant. Est-ce que la petite démo fonctionne chez ceux qui l'ont testé ? Moi, je t'avoue que mon Visual Studio, il s'est mis en restreint. Et je sais pas si ça bloque quelque chose. En restreint, c'est-à-dire ? Il m'a dit, vu que c'est la première fois que je l'ouvrais, il s'est mis en mode restreint. Il a fait le mode restreint est destiné à la navigation de code sécurisé. Approuvez cette fenêtre pour activer. Je réactive tout et après ça va mieux aller ou. Essaie de le relancer peut-être, parce que je sais que Visual Studio au début, les premières fois que tu t'en sers, il peut être un peu capricieux au niveau de la coloration, des autorisations, des trucs comme ça. The Netcore SD cannot be located. Ah ouais, d'accord. Alors... Est-ce que tu peux aller voir dans Unity Hub si dans les modules, tu as bien le Microsoft Visual Studio Community d'installer. Donc pour retrouver ça, tu ouvres Unity Hub, tu vas dans les installs, tu fais les 3 petits points, add modules, et là tu dois voir si Visual Studio 2019 est installé. Normalement c'est le cas de base, mais sait-on jamais. Alors, je sais pas si c'est pareil sur. Ouais, moi j'ai Visual Studio for Mac installé, ouais. Ah donc t'es sur Mac, ok, donc ça ne devrait pas être un problème. Bah, en fait, c'est peut-être une demande d'autorisation un peu différente, parce que peut-être que Mac est un peu plus chiant sur ça. Ouais, t'as peut-être une autorisation, un truc à autoriser pour Mac pour la modification de fichiers. Ouais, parce que moi, c'est le .NET Core SDK qui me pose pro. Qui me dit qu'il est pas localisé. Quand j'ai fait l'installation du. Ça m'a demandé un plugin pour le C# à installer. Ouais. Alors là-dessus... Ouais, sinon, j'essaierai de faire des bugs tout à l'heure. Ouais, ça, on continue, puis on essaiera de te débugger tout à l'heure pour que ça marche. Mais essaie de faire une recherche Google de ça. Je pense que c'est un problème récurrent sur Mac. Et c'est peut-être juste un petit truc à installer parce qu'il lui manque un logiciel ou une librairie ou un truc comme ça. Ouais, ils viennent de m'envoyer sur Microsoft et je dois installer le Net.5.0 sur Mac. Ok, moi je pense que c'est juste ça qui manque. Après, tu auras sans doute besoin de redémarrer Visual Studio, peut-être Unity. Et si vraiment ça avance pas, tu essaieras en redémarrant ton PC au pire des cas. Ouais. Ouais. Tu peux installer. Une autre petite chose sur les noms de fichiers Unity, c'est que le nom de la classe, donc Player Controls, doit être exactement le même que le nom du fichier ici. Si jamais vous changez une lettre, vous sauvegardez, vous retournez dans Unity, là Unity va faire la gueule parce qu'il y a une classe qui a un nom différent. Vous voyez là, la référence au script Player Control on this behavior is missing. Il n'est pas content du tout parce que il n'est pas capable de trouver la classe dans le fichier. Donc vraiment faire ça dans un sens ou dans l'autre, ça va créer un problème. Donc si jamais vous voulez changer le nom de votre classe parce que vous avez fait une faute de frappe, il faudra changer le nom de la classe
et mettre exactement la même chose dans le nom du fichier. Si vous avez la modif à faire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait créer et debug des variables dans Unity. Et bien pour faire ça, on va créer une variable. Donc pour l'instant, une variable publique. On va définir en tant que float. Et on va l'appeler moveSpeed. Et on va lui donner une valeur par défaut, par exemple, de 10. Est-ce que si je vous parle de float, int, string, c'est des choses qui vous parlent ou pas? Enfin, si c'est quelque chose qui vous parle absolument pas, dites-le moi, parce que là on n'est plus vraiment dans Unity, on est dans la programmation. Et à ce moment-là, je peux faire une petite explication sur ce que sont float, int, string et les différents types en code. Ça va être quel langage, ça? Ça, on est en C#, D'accord. mais c'est des notions qui sont valables dans la plupart des langages de programmation. Le langage, t'as pas besoin de le programmer enfin, t'as pas besoin de le notifier à Visual Studio. Visual Studio le détecte tout seul parce que le fichier est en .cs et du coup il te retrouve la bonne coloration syntaxique et tout ça. En fait, je suis pas sur mon ordi où je peux bosser, donc j'ai pas Visual Studio devant moi. Je suis sur un autre ordi et enfin voilà. Ouais, donc normalement, t'installes Unity, t'installes Visual Studio et lui devrait avoir toute la configuration nécessaire pour te faire tout comme il faut. À partir du moment où je lui mets le point de langage, voilà, il va le traduire. Okay. Ouais, c'est ça. Ok. Que quand on installe Visual Studio via Unity, c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure de vérifier, il va aussi installer... Alors, il est où comme il se fait tout seul? Dans les outils, je crois. Là-dedans, il va également installer des outils... de développement avec Unity, qui est un module supplémentaire pour Visual Studio qui permet de faire la connexion avec Unity. Donc le fait d'installer ce logiciel avec Unity permet d'avoir le fonctionnement optimisé entre les deux. Donc moi, quand je vais installer Unity sur le PC où j'ai Visual Studio, il va falloir que je le paramètre, enfin que je le raccorde à Visual Studio, c'est ça? Alors ça doit se faire tout seul, parce que quand tu vas installer ton Unity, install... Oui, je vais avoir... D'accord, oui, ok. Dans le module ici, juste en cochant cette case, tout doit s'installer et se paramétrer automatiquement. Ok. Alors moi j'avais Visual Studio déjà, et il m'en a fait un deuxième différent. Moi j'avais celui-là pour le web, que je peux télécharger via la plateforme Windows. Et quand j'ai installé Unity, j'ai pas tout à fait le même. J'ai pas la même icône, et il a l'air dédié pour Unity celui-là. Ouais, alors pour le web, tu dois utiliser Visual Studio Code, je pense. Code, ouais c'est ça. Ouais. Et là pour Unity, il utilise lui Visual Studio Community 2019, qui est une autre version. Ouais, donc en fait il te met un deuxième, il te fusionne pas les deux. Ouais, il t'installe les deux logiciels en parallèle. Après, c'est possible de récupérer... tu vois, j'ai les deux aussi. Hein. Là, j'ai VS Code. Et là, j'ai Visual Studio. Donc, c'est possible de paramétrer Unity pour qu'il utilise VS Code. Mais là, tu vas avoir besoin d'aller installer des modules dans ton VS Code pour paramétrer tout ça. Et aussi, dans Unity, tu as Edit, Préférences, External Tools, et là tu pourras aller chercher ton Visual Studio Code. Comme ça, dès que tu double-cliques sur un fichier, ça va t'ouvrir ton Visual Studio Code au lieu d'ouvrir Visual Studio Community. Et ça, bon, ça c'est uniquement si vous voulez pas avoir 56 logiciels. Si vous faites que du Unity, contentez-vous d'utiliser pour l'instant Visual Studio Community 2019 qui est installé avec. Ça vous évitera de vous arracher les cheveux au début, sachant qu'au début, l'intérêt c'est de faire du Unity. Posez-vous la question d'optimiser vos façons de travailler une fois que vous avez bien l'habitude et que vous sentez les limites des façons de faire.
Reprenons notre petit script. Donc pour l'instant, on a créé une variable publique qui a un float. Donc un float, c'est un nombre à virgule. On lui a mis une valeur par défaut de 10. Donc n'oubliez pas de mettre le F. Si vous n'êtes pas habitué au C#, c'est un peu chiant au début. F, c'est pour préciser des nombres à virgule, donc des floats et des trucs comme ça. Si vous mettez 10, 20 comme ça, il va faire la gueule. Il s'attend à avoir 10, 20, F. C'est pour ça, prenez le coup, float, vous mettez un F à la fin, sinon il n'est pas content. Et comme on a créé une variable publique, donc une variable publique, c'est une variable accessible à tout le monde, vous voyez, move speed, j'ai accès ici à la vitesse directement dans l'éditeur et je peux varier cette valeur, soit en bougeant avec le curseur de la souris, soit en entrant directement une valeur avec le clavier. Hop. On est bon. Et on va maintenant utiliser le debug log pour debug notre variable. Donc là, si vous avez l'habitude de coder, rien de nouveau. Vous mettez le nom de votre variable entre les parenthèses du debug log et vous allez pouvoir afficher la valeur de cette variable dans la console. Et vous voyez, j'ai bien affiché le 25 une fois dans la console. Ensuite, j'ai l'autre qui tourne en boucle, mais ça marche. Maintenant, on va être dans notre player controls et on va essayer de déplacer notre cercle à gauche, à droite avec le clavier ou la manette. Sachant que dans Unity, quand vous faites pour le clavier, vous le faites aussi par la manette si vous utilisez la classe input. Donc justement, c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va se faire un float que je vais appeler horizontal, qui va être égal à input.getAxis horizontal. Alors là, faites attention à la majuscule ici. Si vous ne mettez pas cette majuscule, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'Unity va aller chercher dans la liste de tous les inputs qui ont été créés le nom strictement égal à horizontal. Donc si vous l'appelez H minuscule, il ne va pas le trouver dans la liste, parce que dans la liste, il s'appelle horizontal avec un H majuscule. Ou retrouver la liste de tous ces inputs. Tous ces inputs, vous pouvez les retrouver dans Edit, Project Settings, et une fois dans Project Settings, vous avez l'onglet Input Manager, et là vous avez la liste de tous les boutons qui sont paramétrés par défaut dans Unity. Vous pouvez rajouter les vôtres ensuite. Et là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est horizontal. Ici, vous voyez, il est mappé sur left, right, aussi A et D. Donc si vous voulez mettre Q et D, ça va être modifié ici. Et on a un autre horizontal un peu plus bas qui, lui, est mappé sur l'axe X de la manette. Donc normalement, que vous utilisiez une manette PS4, Switch ou Xbox, Unity va fonctionner correctement pour les joysticks. Il y a juste des inversions sur les boutons A, B, X, Y, triangle, rond, carré, croix, entre les différentes manettes, où Unity appelle ça bouton 1, bouton 2, bouton 3 et bouton 4. Et en fonction de chacune des manettes, c'est pas les mêmes boutons dans le même sens. Donc c'est la seule petite inversion, elle se joue là-dessus, c'est que les boutons sont pas détectés de la même façon. Donc si vous voulez garder les project settings sous le coude, vous chopez le nom de l'onglet, là, vous drag and droppez, vous pouvez le glisser derrière, par exemple votre vue game, comme ça vous avez ajouté un onglet à votre interface Unity.
On a récupéré la valeur de déplacement horizontal. Et maintenant, on va déplacer l'objet grâce à ça. Donc, on va faire transform.translate. Donc, transform, ici, ça correspond au composant transform qu'on a dans notre GameObject. Et dans ce composant transform, on a une méthode translate qui va permettre de le déplacer dans la direction qu'on veut. Donc ce transform translate, entre les parenthèses, on va lui donner le vecteur de déplacement qu'il doit avoir. Donc là, pour l'instant, on va mettre vecteur 2 parce qu'on est en 2D, point right. Et je vais juste tester ça, vous ne le faites pas forcément, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc je vais juste, pour l'instant, mettre la gravité scale à 0 sur mon objet, sinon il va tomber sans cesse. Ça va pas être terrible. Et je vais dézoomer parce qu'il va partir à une vitesse hallucinante. Donc ce qui se passe ici, c'est que je lui dis, tu vas aller à chaque frame 1 mètre de plus vers la droite. Donc là, c'est pas mal, hein, ça paraît pas beaucoup, 1 mètre. Sauf que là, on est à 1 mètre par frame, et tout à l'heure, on a vu que mon Unity tourne à 800 fps. Donc autrement dit, dès que je vais cliquer sur Play, le truc va se retrouver à Narnia. Voilà. Voilà, vous voyez la vitesse ici, la position en X qui ne fait que d'augmenter. Oui, le chat, je vous plaît. Donc là, le truc se déplace à... On est à combien? On est à 600 fps. Donc il se déplace à 600 mètres par seconde et c'est complètement hallucinant. Vous voyez déjà qu'on a un petit problème là-dessus. C'est que notre jeu, sa vitesse est basée pas par rapport à des secondes, mais par rapport à des frames. Donc, ce qui veut dire qu'on a une physique ou une logique qui est totalement faussée parce qu'on va trop vite. Donc c'est une erreur, je vous en parle dès le début, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent quand on commence. Mais si vous l'oubliez, ne vous en faites pas. Vous ne serez pas les premiers. Hein. Si vous vous souvenez du studio qui s'appelle Bethesda, qui avait fait cette erreur sur Fallout 4, c'est-à-dire que le jeu avait été fait en 30 fps pour console, et ils n'avaient pas corrigé ce problème sur PC, ce qui faisait que sur PC, si vous étiez à 120 fps, toute la physique était calculée 4 fois plus vite, et quand vous lanciez un objet, ça allait à l'autre bout de la map et ça faisait n'importe quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de ce problème sur Fallout 4. Mais sachez que c'était ce problème, c'est-à-dire que la physique du jeu n'était pas en mètres par seconde, mais en mètres par frame. Et du coup, si le jeu tourne 4 fois plus vite, la physique va 4 fois plus vite. Donc pour corriger ça, on va multiplier par... C'est un peu une valeur magique, on va dire, c'est time delta time. Time delta time, c'est le temps entre chaque frame. Enfin, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. Donc grâce à ça, comme on connaît le temps qui va être là une valeur vraiment toute petite depuis la dernière frame, donc c'est tout petit parce qu'on va diviser 1 par 600, mais en multipliant par cette valeur toute petite, on va corriger le fait que notre nombre de FPS soit complètement hallucinant. Ce qui fait que maintenant, en cliquant sur Play, je récupère un déplacement de mon objet en mètres par seconde, ou si je mets 1, mon objet doit maintenant se déplacer à 1 mètre par seconde. Donc là, c'est facile à voir. Chaque carré, c'est 1 mètre. Je fais Play, et en 1 seconde, je dois avoir parcouru, grosso modo, 1 carré. Ça fonctionne pas mal. Et là, si j'augmente... Donc là, je peux augmenter les valeurs pendant le play. Si j'augmente, ça fait rien parce que je tiens pas compte de la move speed. Alors forcément, ça ne change rien. Pour tenir compte de la move speed, il faut que je l'ajoute à mon calcul. Move speed fois vector2.right fois time delta time. Donc là,
Je multiplie, là j'avais une valeur où je bouge de 1 mètre vers la droite, je multiplie cette valeur par une autre, ce qui fait que là si j'ai 10, je vais bouger de 10 mètres vers la droite, multiplié par time delta time, qui va corriger notre écart entre les secondes et les frames. Donc là je me remets à 1 mètre par seconde. Hop, ça fonctionne bien. Si je baisse move speed, je ralentis. Si je le mets de valeur négative, vous voyez que je vais dans l'autre sens. Et si j'augmente sa valeur, par exemple, à 10, eh ben je bouge 10 fois plus vite que tout à l'heure. Avez-vous des questions sur ceci? Donc c'est une petite ligne de code, mais il y a déjà on a vu pas mal de notions liées à la physique, le translate, les frames, etc. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Non, pour moi c'est bon. Merci. Ok. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Oui, Mathis, j'ai vu que t'as... Non, moi aussi ça allait pareil. Ok, ça va, Ça nickel. va. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Comme je vois que vous êtes studieux, vous avez tous le micro coupé. N'hésitez vraiment pas hein, si vous avez une question à poser. Maintenant, on va ajouter notre float horizontal dans le calcul. Donc ce float horizontal, il a une particularité, c'est que c'est Unity qui va aller chercher la valeur de ce float en fonction des touches ou des touches du clavier sur lesquelles on appuie ou de l'inclinaison du joystick. Donc, si je vais à gauche, la valeur, ça sera -1. Si je touche à rien, la valeur, ça sera 0. Je vais faire comme ça, hop. La valeur, ce sera 0. Et si je vais à droite, la valeur, ce sera 1. Donc ce qui veut dire que là, rien qu'avec ça, je sais ce qui se passe. J'ai une valeur qui va de -1 à 1, qui va donner la direction dans laquelle je me situe. La direction dans laquelle je vais. Donc je vais pouvoir récupérer mon grand calcul ici qui me permet d'aller toujours vers la droite et de multiplier par horizontal. Le fait de faire horizontal fois move speed fois vector2.right fois time delta time. Donc là, on arrive à un truc à commence à y avoir pas mal de valeurs. Ici, tout à l'heure, on a vu que quand on met move speed à une valeur négative, on se déplace vers la gauche. Ce qui veut dire que quand horizontal sera égal à -1, on fera move speed fois -1, qui deviendra du coup une valeur négative et qui fera qu'on se déplace vers la gauche. Si on touche à rien, on va multiplier move speed par 0, ce qui fait 0 fois x égale 0, fois vecteur de right égale 0, fois time delta time égale 0. Et comme tout est égal à 0, on ne se déplacera pas. C'est la même chose quand on va à droite. Horizontal sera égal à 1, donc on pourra faire 1 fois move speed fois right fois time delta time, et à ce moment-là, on se déplace vers la droite. Donc là, on va le tester. Je me remets juste en 2x3. Je préfère le 2x3 parce qu'il y a la scène au-dessus et la vue game en bas. Du coup, quand je fais play, je peux voir les deux en parallèle et un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, le script a été modifié. J'ai cliqué sur play. Je touche absolument rien. Donc je ne bouge pas. Ça veut dire que ça fonctionne. Maintenant, je vais à droite. Ça marche. Là, j'appuie sur mon clavier. Je vais vers la droite. Ça fonctionne. Maintenant, je vais vers la gauche. Ça fonctionne également. Parfait. Et si je prends ma manette de PS4 qui est branchée à mon ordi, je vais à gauche, ça marche. Je vais à droite, ça marche. Vous voyez, il n'y a pas eu de code à faire. Comme on utilise input.getAxis horizontal, le clavier et la manette sont directement mappés et ça fonctionne très bien.
Donc là, on a un système de déplacement simple avec de la translation. Donc ce qui est cool, ça fonctionne, mais les translations, ça marche dans certains cas, ça marchera moins dans d'autres, parce que il faut voir la translation comme des mini-téléportations. Ça, je crois que Atto en avait parlé quand il avait fait son différents jeux de la translation, c'est des mini-téléportations, c'est-à-dire que je suis ici, et avec une translation, si je veux me téléporter 10 mètres plus loin, et bien ce qui se passe réellement, c'est que je suis là, je disparais de cet endroit, et j'apparais à l'endroit suivant. Et tout ce qui s'est passé entre les deux, on n'en a pas tenu compte. C'est-à-dire que si, entre la position A et la position B, il y avait un ennemi, et bien on est passé au travers. Et c'est la même chose, s'il y avait un mur, comme on ne tient pas compte de ce qui se passe, on fait une téléportation, et bien on a pu passer au travers du mur. Donc là, la translation c'est bien, c'est pratique, mais il y a des cas où ça peut créer des problèmes. Donc pour solutionner ça, on va plutôt se déplacer avec le rigid body. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a attaché sur notre objet ici, où pour l'instant, j'ai juste mis sa gravity scale à 0. Donc gravity scale, c'est à combien de force est-ce qu'il va subir la gravité d'Unity. Donc la gravité d'Unity qui est à moins 9,81 mètres par seconde pour simuler la gravité terrestre. Le fait de multiplier par 0, ça fait 0 fois moins 9,81, ça fait 0. Et du coup, le perso ou l'objet arrête de tomber. Et on va aller maintenant modifier la vélocité, la vitesse de ce rigid body pour le déplacer. Donc là, on a des petits trucs à faire dans notre script pour le modifier. Première modif, c'est que dès le début, on va créer une variable privée de type rigidBody 2D qui va nous permettre de stocker les informations de ce composant rigidBody 2D. Parce que ce qui se passe, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on a plein de composants qui sont les uns à côté des autres. Mais si on a besoin d'utiliser un composant à l'intérieur d'un autre, on va devoir aller le chercher pour altérer ses propriétés. Donc là, dans Player Controls, on va aller altérer rigidBody. Comme les deux sont l'un à côté de l'autre, ils ne se connaissent pas forcément. Donc on va aller faire ce qu'on appelle un getComponent pour que Player Controls aille chercher rigidBody 2D. Donc dans le start, on va faire RB2D égale getComponent de rigidBody 2D. Et grâce à cette ligne, on dit à Unity, tu vas me chercher le composant rigidBody 2D qui est attaché au même GameObject. Et en gros, c'est comme si on lui disait, tu vas me chercher ton frère. Tu vas me chercher ton frère qui s'appelle rigidBody 2D. Je parle de frères parce qu'ils sont tous au même niveau. Ici, il n'y a pas de parenté, il n'y en a pas un qui est parent de l'autre comme on aurait dans des dossiers. Ils sont vraiment tous au même niveau, donc ils sont frères ou sœurs, comme vous préférez là-dessus, il n'y a pas de diff. Et ce rigidBody 2D, on va pouvoir lui changer sa vélocité en faisant rb2d.velocity égale, et là on met notre calcul. Donc comme ça, on n'a pas changé grand-chose. Vous voyez, au final, on a le même calcul, sauf qu'au lieu de faire une translation, on va directement changer la vitesse du rigidBody. Et comme on est en train de passer par le rigidBody et plus par les téléportations, on est en train d'utiliser le moteur physique pour régler ce problème d'éléments qu'on pourrait survoler, transpercer, non, c'est traverser à cause de ces translations.
Là, je fais play. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Alors, il bouge pas. Ça, c'est la vitesse qui est trop faible maintenant. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous fait ça déjà? Il me semble que quand on attribue une vélocité, il fait lui-même le time delta time, donc on n'a pas besoin de le préciser 2 fois. Parce que si on le précise 2 fois, ouais c'est ça. Si on remet le fois time delta time, donc qu'on a utilisé tout à l'heure pour régler le problème, comme Unity le fait lui-même en interne quand il calcule de la physique, ça revient à multiplier 2 fois par une valeur qui est 0,001 par exemple, et du coup on est en train de diviser notre vitesse par 100, et c'est pour ça que pour me déplacer à la même vitesse, j'ai dû mettre 100 au lieu de 1, parce qu'on multiplie 2 fois par un nombre tout petit. Donc là on est bon. On se déplace de façon horizontale ou verticale. Ça fonctionne, mais on a un dernier problème et un point dont il faut parler également dans Unity, c'est qu'il existe une autre fonction qui est la fonction fixedUpdate, qui est une fonction qui est faite exprès pour faire des calculs physiques. Donc c'est vraiment là-dedans, dès que vous allez toucher à la vélocité d'un rigid body, que vous allez devoir faire votre code. Pourquoi? Parce que le fixedUpdate, il est calé sur le taux de rafraîchissement du moteur physique, alors que l'update est calé sur le rafraîchissement du moteur d'input et de rendu Unity. Donc autrement dit, si vous faites de la physique là-dedans, ça veut dire que par moment, certains objets ne seront pas en train de faire de la physique que tous les objets d'Unity, ce qui peut créer des comportements bizarres. Parce qu'il y a un objet qui aurait un rafraîchissement physique 60 fois supérieur aux autres. Du coup, vous imaginez bien qu'au moment de détecter des collisions où on s'attend à ce que tout le monde soit calé au même moment pour vérifier, s'il y a un mec qui se balade 60 fois plus vite ou qui fait des opérations 60 fois plus rapidement, ça crée un merdier pas possible. Donc quand vous faites de la physique, passez dans le fixedUpdate, ce sera beaucoup mieux. Pour faire ça, on a besoin de faire une petite modif dans notre script. Donc, RB2D vélocité, on va le faire ici maintenant. Et surtout, on va se créer une variable. Private vector2 que je vais appeler mouvement. Et mouvement, on lui donnera sa valeur dans l'update. Et on le définira ensuite. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Parce que, comme je vous disais, input getAxis, lui, est calé en taux de rafraîchissement sur la fonction update et pas sur la fonction fixedUpdate. Donc là, pour un input getAxis, c'est pas encore trop gênant si on l'avait mis ici. Parce que c'est des mouvements qu'on fait qui peuvent être pas trop problématiques s'il y a du décalage. Même s'il y a des moments où on aurait des légers flottements. Mais si par exemple on est en train de détecter un bouton à l'intérieur du fixedUpdate, là on va avoir des problèmes parce que le joueur pourrait être amené à appuyer sur le bouton. Et comme on appuie sur le bouton, on n'est pas dans la frame physique, et ben la détection du bouton ne se fait pas. Et du coup, l'input est perdu, il faut que le joueur rappuie sur le bouton. Donc c'est pour ça, dans l'update ici, on détecte la pression des boutons. Et là, on applique la physique en fonction des touches appuyées. Donc là, ici, c'est ce que je fais. Je récupère la valeur de l'input. Mouvement horizontal, je calcule ce qu'il en est et je l'applique à mon objet.
Donc derrière dans Unity, ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on a le même fonctionnement, vous voyez. Ça marche tout pareil. Sauf que d'un point de vue logique et code, ça va marcher beaucoup mieux parce qu'Unity comprend qu'on est en train de faire de la physique aux endroits où on doit le faire. On a ça. Et avez-vous des questions? Parce que peut-être que je vais un peu vite là-dessus. Peut-être que vous avez besoin de voir le code. De toute façon, comme je vous disais, je suis en train d'enregistrer depuis tout à l'heure tout ce que j'explique. Je le mets sur YouTube et je posterai la vidéo dans le channel Game Jam, de VGLab Game Jam. Comme ça, si vous avez besoin d'y retourner dans la journée, si vous voulez le partager ou quoi, n'hésitez surtout pas. VGLab Game Jam, c'est ta chaîne YouTube, c'est ça? Non, VGLab, c'est le channel du Discord où il y a les infos pour la Game Jam de ce week-end. D'accord. Et ta chaîne YouTube, c'est quoi, où on pourra retrouver la vidéo? Je mettrai le lien, c'est mon pseudo, c'est Proxima, PROXYM4. Ok, merci. Donc on va essayer maintenant de faire sauter notre perso. Ou pour faire sauter notre perso, on va déjà devoir remettre la gravité. Parce que comme on a viré la gravité, faire un saut quand il n'y a pas de gravité, c'est pas mal pour décoller, pour atterrir, c'est un peu plus compliqué. Donc comme on a mis la gravité, notre perso, si je fais play, il va juste tomber à l'infini. Vous voyez, voilà, hop, voilà. Il tombe à l'infini. Pour l'instant, il y a un autre problème dont on parlera plus tard, qu'il faudra corriger. Il tombe à l'infini, donc on va mettre... Hop, ce sera plus rapide comme ça. On va mettre un 2D object, sprite square, en tant que sol. Donc là, je vais l'appeler sol. Je l'appelle sol. Je récupère dessus un box collider 2D. Donc là, le collider est dessus. Je vais changer sa couleur pour que ce soit plus parlant. Ça ressemble plus à du sol. Je l'agrandis. Je le place en tant que sol. Je fais play et là mon perso doit tomber et s'arrêter sur le sol. Parfait. Hop, je remets mon script. Et je peux me déplacer de gauche à droite. Donc là on voit que la sphère tourne. Pas la sphère, le cercle tourne. Donc c'est bien. Mais on voudrait pas forcément qu'il puisse faire ça. Donc si vous voulez empêcher votre forme, que ce soit une sphère, un cube, un triangle, ce que vous voulez, de tourner, sur le Rigid Body 2D, vous avez un petit onglet contrainte où vous pouvez faire Freeze Rotation Z. Et à ce moment-là, bah, il ne peut plus tourner. Tombe à 2 à l'heure. Hop. Et là, on est bon. Vous voyez, il n'est plus en train de tourner là-haut. Ça fonctionne bien. Donc là, ce qui se passe, pourquoi est-ce que mon perso tombe à 2 à l'heure? Parce que quand j'ai fait mon calcul ici, en mettant vecteur2.right, je définis la valeur de l'axe x et y de mon déplacement. Donc c'est-à-dire qu'en x, ici, je fais mouvement.x égale, donc horizontal, mettons 1 fois move speed qui est 10 fois 1. Donc là, je me déplace à 10 sur l'axe y, sur l'axe x, pardon. Et si je fais mouvement.y, bah, je mets 0. J'ai pas de calcul. Comme c'est 0, on peut multiplier ce qu'on veut, ça fera toujours 0.
C'est-à-dire qu'à chaque frame, je calcule un mouvement horizontal qui a une valeur entre moins 10 et 10, très bien, mais à chaque frame, je mets le mouvement Y à 0. Je lui dis à chaque fois 0, 0, 0 sans cesse. Ce qui fait que quand j'applique la vélocité du mouvement ici, toutes les frames, je lui dis mouvement.y égale 0. Donc comme il est en train de tomber, il est en train d'accumuler de la vitesse, il accélère, mais à chaque frame, je lui dis ça vaut 0. Donc il accélère, il s'arrête. Il accélère, il s'arrête. Il accélère, il s'arrête. C'est pour ça qu'on voit que ma chute, elle est très 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 lente. Pour corriger ça, on va dire, plutôt que de dire juste mouvement, on va préciser mouvement.x égale horizontal fois move speed. Comme ça, je touche à l'axe X et je ne m'amuse pas à changer la valeur de l'axe Y, même si je vais devoir, juste avant, préciser que mouvement.y est égal à rb2d vélocité.y. Ici, dans mon vecteur de mouvement, je remets l'information de vélocité. Ici, je restitue la valeur de chute de mon objet. Je le déplace en X, je remets la valeur en Y dans mon vecteur de mouvement, et ensuite je dis que la vélocité est égale à mon mouvement, qui maintenant n'est plus égal à 0, mais est égal à la valeur de vitesse qu'il avait à la frame précédente. Hop, j'enlève juste les commentaires, parce que s'ils traînent, c'est un coup à ce qu'on se perde. Donc là on est bon, on va tester que ça fonctionne bien. Je tombe normalement, je me déplace à droite, je me déplace à gauche. Marche. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au saut. Donc pour le saut, là, on rajoute encore un peu de difficulté. On va avoir besoin de savoir quand est-ce qu'on doit sauter. Donc on va se faire un booléen. Un booléen valeur true ou false, ici, que je vais appeler isJumping. Dans l'update, je détecte la pression des boutons et je m'en sers dans le fixed update. Ici, si input.get button down jump, donc là ça correspond à faire si j'appuie sur le bouton jump, on peut le retrouver dans les project settings, ici, input manager, on avait horizontal, jump est juste là, donc soit c'est la touche espace, soit c'est le joystick button 3, donc ça c'est, je vous en parlais tout à l'heure, le joystick button 3, ça dépend. Ça dépend de votre manette, des fois ça va être carré, des fois ça va être B, enfin là il faut fouiller, vous bourrez les boutons et vous allez trouver. Donc quand j'appuie sur ça, je vais pouvoir dire que isJumping est égal à true. C'est parfait. Et maintenant, dans mon fixed update, si isJumping, donc là où si isJumping est égal à true, les deux syntaxes fonctionnent, utilisez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Si ça fonctionne, je vais pouvoir dire rb2d.addForce. Donc addForce, on va ajouter l'impulsion de saut. Pour sauter, on va vers le haut, donc c'est vector2.up. Et pour l'instant, on va multiplier ça par une valeur arbitraire sûrement trop élevée. Et le force mode 2D,
je crois qu'il faut mettre impulse, ça sera mieux. Et on va aussi, une fois que le saut est appliqué, dire que isJumping égale false. Si on ne fait pas ce isJumping égale false, à chaque fois qu'on va passer dans le fixed update, à chaque fois on va faire le add force, ce qui fait qu'on va sauter de 15 de haut, la frame d'après sauter de 15 de haut, sauter de 15 de haut, et on va sauter plus vite qu'on ne tombe, et au final on fait juste un bonhomme qui décolle. C'est pas ce qu'on veut. On va tester ça. Je ferme mes project settings. J'appuie sur espace et je saute. Donc ça fonctionne bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que je peux bourrer espace et vous voyez que le perso s'est envolé. Donc c'est pas ce qu'on veut, on va aller limiter ça. Et on va aussi créer une variable qui va nous permettre de gérer la puissance de saut. Parce que là j'ai mis 15 pour le test. Maintenant qu'on sait que ça marche, on fait une variable pour mieux régler ça. Ici, on avait move speed. Donc je me fais pareil. Public float. Je vais l'appeler jump force. Et 15 c'était peut-être un peu trop. Pour l'instant je vais mettre 8. Et la jump force, je la mets à la place du 15. Donc pour savoir si on a le droit de sauter, il faut qu'on soit au sol. On va avoir besoin de détecter qu'on se trouve au sol. Hop. Pour savoir si on est au sol, on se fait un nouveau booléen qu'on va appeler isGrounded, hein, tout simplement, est-ce que je suis au sol? De base, lui à false, de base, lui on va le mettre à true. Ici, ce sont les valeurs par défaut. Et pour avoir le droit de sauter, il faut que j'appuie sur le bouton jump et que je sois au sol. Comme ça, il faut ces deux conditions pour avoir le droit de sauter. Et quand je saute, quand j'applique le saut, on va dire que isGrounded est égal à false. Là, ce qui se passe, j'appuie sur espace, je saute, isJumping est false, je ne rapplique pas la force, isGrounded est false, j'ai plus le droit de sauter. J'ai écrit un truc, voilà. Ok, c'est bon, ça marche. Très bien. Ici, je saute, je bourre le bouton, j'ai pas le droit de ressauter. Donc ça marche bien. Le seul problème, c'est que vous voyez, comme je repasse jamais la valeur de isGrounded à true, ben j'ai pas le droit de sauter une nouvelle fois. Là, c'est impossible. J'ai sauté une fois, c'est fini. Donc ce qu'on va faire, on va aller détecter la collision de notre player avec le sol pour savoir si on a le droit de ressauter et de savoir si on a touché le sol. Donc pour faire ça, il y a plein de façons différentes de le faire. On va plutôt utiliser la solution avec onCollisionHunter2D, donc qui n'est pas forcément la solution préférée ou la plus propre. Il y a pas mal de discussions, hein, c'est pas clean, mais en tout cas c'est la solution sans doute la plus simple et celle qui va aussi permettre de vous expliquer comment est-ce qu'on détecte une collision dans Unity. Donc on va créer une nouvelle fonction qu'on appelle onCollisionHunter2D. Donc faites attention avec onCollisionHunter qui est en 3D et onCollisionHunter2D
qui est pour la 2D. Donc comme on utilise un rigid body 2D avec un collider 2D, on doit utiliser onCollisionHunter 2D. Donc là, on détecte bien, pas de souci, onCollisionHunter. Et on va aller maintenant faire un test sur l'objet qu'on vient de toucher. Donc collision 2D, collision ici, ça c'est l'objet qu'on vient de toucher. On va faire si collision.collider, ils n'ont pas compartag directement sur là-dessus, non. Collision.collider.compartag. Le compartag, on va aller voir ce que c'est. Compartag, c'est une information qu'on peut donner à un objet pour savoir de quel groupe il fait partie. Donc là, par exemple, ground, vous voyez le tag, c'est untag. Donc pour faire ça, on va créer un nouveau tag. Donc pour créer le tag, on ouvre le menu, add tag. On fait le petit bouton plus. Je vais appeler ça ground. Donc là, je crée un nouveau groupe d'objets qui vont être tous mes objets de sol, de ground. Je l'attache bien à mon objet sol. Le ground, c'est le ground. C'est nickel. Et maintenant, je vais pouvoir comparer si je touche le sol. Donc si l'objet que je viens de toucher a le tag qui s'appelle ground, ça veut dire que j'ai touché le sol, et on va pouvoir dire is grounded égale true. Comme ça, je saute, je sais que j'ai sauté, je tombe, et quand je tombe et que je touche le sol, c'est bon, j'ai le droit de ressauter. Je tombe, je saute, pendant le saut, j'ai pas le droit de sauter, je viens de toucher le sol, j'ai le droit de ressauter. J'attends de la collision avec le sol pour avoir le droit de partir. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelques petits problèmes sur la vitesse de déplacement du perso. Le saut, ça va, mais le reste, ça va pas. Donc on va pouvoir changer la move speed pour avoir quelque chose de plus... un peu plus jouable. Donc voilà pour notre introduction à Unity. Ensuite, pour tout ce qui est comment ramasser un objet, comment faire des choses, vous avez énormément de ressources sur YouTube. Je pense que Atomium en a partagé, vous avez pas mal de tutos. Alors, si vous parlez anglais, vous avez accès à une quantité incroyable de ressources via tout ce qui va être Brackeys. Si vous connaissez Brackeys, hein, ici, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce qu'il fait. Il y a énormément de choses à apprendre chez lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait beaucoup de vidéos qui vont durer une vingtaine de minutes maximum, où il va prendre un problème ou une façon de faire d'Unity et il va vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est pratique. Ce qui peut être moins pratique dans ces vidéos, c'est comment est-ce que vous faites pour assembler les différents exemples qu'il fait les uns avec les autres. Ça peut être un peu plus dur parce qu'il l'explique pas souvent de comment est-ce qu'on prend tel morceau, plus tel morceau, plus tel morceau pour faire quelque chose. Mais vous devriez maintenant trouver pas mal de ressources, sans doute mieux vous en sortir avec Unity. Et n'hésitez surtout pas à explorer et à faire des tests. Et surtout, soyez patient, parce que ça marche pas forcément du premier coup, faut pas s'énerver, il faut chercher, et ça finit toujours par être récompensé.